on lit qu'on a passé le pic pétrolier de pétrole conventionnel à la fin des années 2000, en 2008 à peu près. Et l'autre chose, c'est qu'on dit que les sources d'approvisionnement européennes, je pense à la Norvège, à la Libye, à l'Algérie aussi, peut-être à la Russie même bientôt. Est-ce que l'Europe elle-même a un risque de pénurie de pétrole à assez court terme? Donc il faut bien comprendre les ordres de grandeur, c'est très important. La production mondiale de carburant liquide, on met là-dedans toutes les formes, tout ce qu'on peut mettre dans un réservoir de bagnole. Donc les hydrocarbures et puis aussi la production de carburants d'origine agricole, ce qu'on appelle les agrocarburants ou biocarburants. Okay. Donc tout ça, disons que ça fait 100. D'ailleurs, c'est comme on parle en millions de barils par jour, on est à peu près à 100 millions de barils consommés par jour aujourd'hui dans le monde. Sur tout ça, 70% ou 70 millions de barils jour, c'est du pétrole qu'on appelle le pétrole conventionnel. Le pétrole liquide classique, c'est 70% de la production mondiale, donc cette production de pétrole conventionnel, leur pic de production est franchi. C'est-à-dire qu'on a exploité l'essentiel, plus de la moitié probablement, de ce qu'il y a dans le sol à exploiter, plus ou moins. Et on ne s'attend pas à ce que ce processus puisse être inversé, tout simplement parce qu'on ne trouve plus de pétrole conventionnel. Les découvertes de pétrole conventionnel n'ont jamais été aussi mauvaises depuis des décennies, pour une raison, alors qu'on met beaucoup d'argent et beaucoup de moyens technologiques pour chercher ce pétrole, mais pour une raison qui est toute bête, c'est que il faut se représenter les ressources de pétrole qui sont finies, encore une fois, comme des fruits sur un grand arbre fruitier. Et il faut comprendre que les fruits qui sont sur les branches les plus basses, les plus mûres, ça fait longtemps qu'on les a cueillis, qu'on les a mangés, et même qu'on les a digérés, qu'on les a rejetés dans l'atmosphère. Et que maintenant, pour un pétrolier, l'horizon, c'est tout en haut de l'arbre, les fruits pourris. C'est aller chercher du pétrole à 10 km sous la surface des flots au large de Rio, ultimement aller chercher du pétrole en Arctique, où les pétroliers n'ont pas envie d'aller, non pas pour des raisons écologiques, encore que, mais parce que ça représente faut imaginer le défi industriel et les risques industriels que ça représente d'aller mettre des machineries qui valent des milliards de dollars dans les zones les plus inhospitalières de la planète. Maintenant, vous me posez la question pour la situation de l'Europe. Il se trouve que l'Europe n'a qu'une seule source, l'Europe occidentale, n'a qu'une seule source de pétrole abondante, c'est la mer du Nord, et elle est précisément en déclin. C'est un cas d'école d'une production qui sera partie de zéro lorsqu'on a commencé à l'exploiter dans les années 70, qui est passée par un maximum précisément en l'an 2000, et qui aujourd'hui est à moins 50% de la production. Ça va très vite, d'accord ? Et nous, Européens occidentaux, Européens de l'Ouest, c'est notre seule source de pétrole abondante. Et si on regarde bien, on s'approvisionne, on achète, on importe notre pétrole pour moitié auprès de pays pétroliers qui sont soit en déclin, donc c'est le cas de la Norvège, c'est le cas également de l'Algérie, j'y reviendrai rapidement ensuite, soit de pays pétroliers dont on nous dit, notamment l'Agence internationale de l'énergie, mais pas seulement, qu'elles sont pas très loin du déclin. Et le cas principal et le plus problématique, c'est la Russie, dont on pense que sa production entrera probablement en déclin au cours de cette décennie. Et il faut se rappeler, on parle beaucoup de la dépendance au gaz russe, mais que l'Union européenne importe plus d'un quart du pétrole qu'on met dans nos voitures à M. Poutine. Donc c'est pas seulement une question de problème d'approvisionnement potentiel, c'est un problème plus large de sécurité. On se rappelle peut-être de ce qui se passe au Venezuela. Donc nous, ça ne nous concerne pas, Européens, du point de vue des approvisionnements pétroliers, puisque le pétrole vénézuélien, on n'en achète quasiment pas. Mais on a vu un pays très riche, très dépendant du pétrole, s'effondrer. On parle beaucoup d'effondrement aujourd'hui. La Venezuela, c'est un cas intéressant de ce point de vue-là, parce que sa production de pétrole, fondamentalement, n'a pas pu se maintenir, pour diverses raisons. Et l'État vénézuélien, le régime chaviste, s'est effondré parce qu'il n'y avait plus l'argent pour
subventionner les soins médicaux, la bouffe, les déplacements, etc. Je disais que je voulais revenir sur le cas de l'Algérie. L'Algérie, du point de vue de la dépendance du régime politique au pétrole, c'est comme le Venezuela. C'est-à-dire que l'essentiel, ce qui fait tenir le régime en Algérie, ce qui permet d'acheter la paix sociale, dans un pays qui a déjà connu beaucoup de misère et une longue guerre civile dans les années 90, c'est l'argent du pétrole et du gaz, ni plus ni moins. Okay, il se trouve que la production de la Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, sa production de pétrole est en déclin. Donc, si on se projette, si on regarde, si on met en parallèle la situation du Venezuela, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire. Je dis que pour l'Algérien moyen, c'est très concret ce que ça veut dire le déclin de la production de la Sonatrach. Et on comprend très bien, non seulement pour nos amis algériens, mais pour nous-mêmes, que ça représente un risque de déstabilisation important. C'est déjà ce qui se passe pour les migrations dans la Méditerranée. Qu'est-ce qui se passerait si on avait un fail state, un effondrement du régime en Algérie, que ce soit par déclin de la production pétrolière, mais aussi, c'est là qu'on retrouve la double contrainte carbone, à cause d'aléas climatiques, pas du tout théoriques, qui ferait que l'Algérie, qui est un producteur agricole important, n'arriverait plus à avoir une production agricole suffisante pour alimenter une population pléthorique. On a des cas d'école de ça. C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 2007-2008 avec, d'une part, un renchérissement du baril de pétrole très fort et d'autre part, une crise alimentaire qui a créé qui a créé des émeutes de la faim en Tunisie, en Égypte, au Cameroun, en Haïti, en Inde. On voit là exactement cette dépendance. Finalement, l'énergie dans une société, c'est comme le système sanguin dans un organisme. Si vous appuyez sur la carotide, c'est pas bon. En général, il se passe des trucs pas très sympas. Et effectivement, la dernière fois qu'on a eu une flambée très importante des cours du baril, vous avez eu des émeutes de la faim partout dans le monde. Parce que si vous regardez les cours du baril et l'indice des prix des denrées agricoles, en fait, ça marche ensemble. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que pour produire la bouffe pour 8 milliards d'habitants, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup de pétrole pour faire marcher les machines-outils, les tracteurs, mais aussi pour produire les engrais. C'est une chimie qui vient du pétrole. On est dépendant, et même, je dirais même plus, l'explosion démographique du XXe siècle, sa raison, on va dire, principale, c'est l'abondance énergétique que l'on doit au pétrole. Si on est passé de 2 milliards d'habitants, quelque chose comme ça, dans les années 50, à 8 aujourd'hui, ça ne se serait pas passé, en tout cas, si on n'avait pas eu l'abondance énergétique dans laquelle on baigne littéralement aujourd'hui.